Chers amis du PP, 12 mai. Alors 12 mai, deux choses. Premièrement, de nouveau s'est écoulé pratiquement un mois depuis la dernière mise en ligne d'une vidéo et j'ai de nouveau l'un ou l'autre message de personnes s'inquiétant à savoir si je vais bien et si je lis entre les lignes et si je ne suis pas mort. Alors je crois que je l'ai déjà dit, je vais le redire, j'ai l'intention, attention le mot, j'ai l'intention de faire une vidéo dans laquelle j'annoncerai ma mort, que je mettrai à un endroit connu de mes enfants et de ma femme, et je prends donc un engagement à 90% que vous serez informés le jour où je ne serai plus en mesure de continuer cette activité de vidéo, etc. Soit parce que je suis devenu complètement débile, complètement grabataire, complètement je sais pas quoi, complètement larvaire, soit que tout simplement je serai mort. Alors comprenez bien que cette vidéo n'est pas facile à faire, parce que très franchement, parler de sa mort, ça mérite réflexion, hein. Et par conséquent, l'idée me trotte dans la tête depuis quelques mois, mais c'est toujours pas fait, parce que figurez-vous que j'aimerais bien le faire de façon rigolote, quoi, hein. Okay. Manquerait plus que je vous fasse chier avec ma mort, quoi. Je suis pas venu sur Terre pour faire chier les gens, et particulièrement tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc j'aimerais pouvoir en rire, et donc ça demande un petit effort. Ne pensez pas que je m'en fiche, c'est un sujet sérieux auquel les circonstances m'ont déjà amené plusieurs fois à penser. Donc en principe, ne vous inquiétez pas, non, si ça dure donc là presque 4 semaines sans vidéo mise en ligne, c'est tout simplement que, eh ben, figurez-vous qu'à un jour près, j'aurais dû faire cette vidéo hier, mais il pleuvait hier. Ça fait 5 ans qu'a été mise en ligne la première vidéo du potager du paresseux, qui s'appelle la sillonnette, un instrument que je n'utilise plus. Une vidéo d'ailleurs que quelqu'un m'avait aidé à faire, on va être honnête, avait fait à ma place, et dont le succès m'avait amené à ensuite envisager de faire cette chaîne. Le départ officiel de cette chaîne, c'est plutôt, alors j'ai noté sur un bout de papier parce que ma mémoire, mon Dieu, ma mémoire est le 27 juin 2016 avec une vidéo qui a connu son heure de gloire, qui s'appelle le potager du paresseux Kesako, et qui a été vu par environ 185 000 personnes. Donc voilà, donc oui, de temps en temps, je ne sais pas si lassitude est le vrai terme. L'âge est là, vous le voyez peut-être sur certaines images. Quand je déambule, j'ai de façon assez chronique mal au dos, les séquelles de mon infarctus et une certaine fatigue restent en permanence, hein, je vis avec ça tous les jours. Certaines lassitudes, peut-être parce que il y a une partie très intéressante, vous expliquer sur le vif quelque chose que je suis en train de faire, je greffe, je repique, je sème, etc. Ça, j'adore. Et alors vient la partie chiante, une fois que c'est dans le disque dur,
s'asseoir dans son bureau, cliquer, s'énerver parce que ça ne marche pas comme on veut et qu'on ne comprend pas toujours, constater que une séquence, par exemple, cette longue tirade que je fais là, si ça se trouve tout à l'heure, je vais me rendre compte que le déclenchement ne s'était pas fait comme il fallait, il faut que je recommence. Donc j'ai des heures, déjà cette année, hein, des heures de vidéos au frigo, donc dans le disque dur, et jamais édité parce que j'ai aussi d'autres choses intéressantes à faire. J'ai eu la chance de recevoir plusieurs fois ces derniers temps pour différentes raisons mes enfants, etc. Et donc j'ai la tête ailleurs, quoi. J'ai tout simplement la tête ailleurs, ne vous inquiétez pas. Franchement, ce serait quand même un comble que cette chaîne que j'ai inventée après mon passage à la retraite devienne une corvée comme le boulot, quoi. Ce serait insensé, quoi, hein. J'ai bossé comme un taré, hein. J'ai mené une vie professionnelle, on peut dire, intense. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je consacre comme maintenant un tout petit peu de temps à mes enfants. Il est temps. Et donc voilà, je n'ai pas envie que ce soit une corvée, je n'ai pas envie de faire des choses parce que voilà, vous attendez. Et bien vous attendez, c'est votre problème, c'est pas le mien, vous attendez. Bon, petit insert au montage, je me rends compte que en donnant ces explications, ça donne l'impression comme si je râlais après ceux qui s'inquiètent de ma santé. Alors, quand même, je dis très clairement ce que je ressens et ce que je vis, mais sachez, ceux qui m'ont envoyé des mails ou ont fait des commentaires récemment, que je suis très très touché, hein. Imaginez que quelque part, quelqu'un que je ne connais pas s'inquiète de savoir si je vais bien, il n'y a pas d'autre mot, c'est très très touchant. Alors ne prenez pas ça comme je râle contre les mails, continuez à en envoyer, juste je m'explique pourquoi de temps en temps il y a ce genre de creux. Alors je vais profiter de cette coupure pour dire quand même que je ne suis pas resté inactif pendant toute cette période et que sont parues ou ont été mises en ligne, mais pas sur ma chaîne, deux vidéos. L'une, c'est la captation d'un atelier virtuel que j'ai fait à la Maison de la Nature de Hirtsfelden dans le Haut-Rhin. C'était le 10 avril 2021. Donc cette Maison de la Nature a un jardin pédagogique et pendant 3 heures, une équipe m'a filmé en train d'expliquer ma façon de voir le potager, le jardinage. Et donc c'était live. Alors la vidéo du coup est un peu décousue parce que très vite sont tombées les questions que me posaient les auditeurs et donc très vite il n'y avait plus de fil dans le propos. Et une semaine plus tard, le 18 avril, j'ai fait une expérience encore plus inédite et encore plus étrange. C'est dans le cadre du Forum du livre de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin toujours, près de Bâle. Saint-Louis fait un forum du livre, continue de faire un forum du livre très couru chaque année où je devais faire une conférence et puis situation de Covid, confinement, la ville de Saint-Louis où les organisateurs ont maintenu ce salon du livre sous une forme virtuelle. Et donc je me suis trouvé à faire une conférence devant un amphithéâtre, une salle de spectacle, fauteuil rouge, vide
absolument vide, à l'exception à ma gauche de 2 ou 3 techniciens qui manipulaient les caméras, la prise de son, etc. Et à ma droite, Laurence qui m'avait accompagné et qui me regardait. Donc ça a été une expérience stupéfiante que de faire une conférence devant une salle vide, mais très très intéressante. Et là, c'est en 1h30, c'est à ma connaissance, à ce jour, la présentation la plus courte, mais complète, de ma façon d'envisager la production de légumes dans un potager. Donc si ça permet à certains de réviser pour avoir la vue globale, pour ceux qui sont arrivés récemment et qui reprennent un peu mes vidéos à reculons et donc qui s'interrogent parce que je montre des tout petits bouts, mais ça ne donne pas une cohérence d'ensemble, je vous propose de regarder ces vidéos dont je vais mettre l'adresse en haut au niveau de la présentation, donc juste sous la vidéo. Voilà, et on va revenir au cheminement qui était donc ce commentaire, pour pas que vous vous inquiétiez, chaque fois que je tarde à poster l'une ou l'autre vidéo. Voilà, moi, je fais, maintenant ça fait 8 jours que je me dis, je vais faire cette vidéo, et puis bon, ça fait quelques jours de pluie. Alors j'ai plein de choses intéressantes dans le fameux frigo du disque dur, hein, donc sur le greffage, sur des repiquages, sur le gingembre, qu'est-ce que j'ai encore, je me souviens même plus. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, comme ça, des petits flashs, pour que vous puissiez voir où en est le potager. Je vais essayer de le faire en moins de 2 heures. Allez, en route. Alors le premier fait marquant de cette longue période, ça a été un climat assez particulier, hein. Donc chez moi ici, alors j'ai noté les chiffres, à partir du 18 mars, et jusqu'au 29 avril, il n'a pratiquement quasiment pas plu. Il y a eu deux petits pipis de moustiques, hein, qui ont mouillé la poussière sans aller au-delà. Et donc, le 29 avril, là au début du mois de mai, le niveau de mes cuves avait baissé jusqu'ici et je commençais à m'inquiéter quant à la sécheresse. Cette eau n'était utilisée que dans la serre qu'on va voir et dans les châssis, bien sûr dans le potager, bien qu'à certains endroits il faisait très sec, je n'ai pas arrosé conformément à ma philosophie, on va dire, tant que je ne peux ne pas utiliser l'eau du réseau. Du point de vue des températures, ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que jusque vers le 20 avril, on a eu une période très froide avec des températures le jour qui, je parle là de température enregistrée par ma station météo, qui ne dépassait pas 10 degrés, hein, donc pour la plupart des cultures, on était en dessous du 0 de végétation, la température à partir de laquelle les plantes poussent, et les températures météo à 1,50 m, 2 m de haut frisaient toutes les nuits ou descendaient légèrement en dessous du 0, ce qui veut dire qu'au ras du sol, y compris dans ma serre, on avait des -2, -2,5, -3.
Donc c'était assez difficile pour la serre où je ne dispose d'aucun moyen de chauffage. Pour le châssis, j'y viendrai. Là, la situation était plus favorable et j'ai pu maintenir mes chochottes, mes plants de chochottes, notamment de tomates et d'aubergines, en bon état dans ce châssis. Ensuite, on a eu une période où les températures maximales quotidiennes montaient vers 20 degrés, donc là, période beaucoup plus agréable, avec toutefois pratiquement une nuit sur 2 ou sur 3, des températures météo qui flirtaient donc avec le +2, +3, ce qui veut dire qu'au ras du sol, chez moi ici, cela se traduisait par des petites gelées blanches, hein, moins 0,5, des choses comme ça. Ensuite, on a eu une période à partir du 29 avril où les températures, donc à l'arrivée des pluies, hein, et donc du temps couvert, et là, les températures quotidiennes sont restées relativement modérées, mais assez agréables, selon les journées, 10 à 15 degrés, et les nuits ont été hors gel, à l'exception d'une ou deux nuits où, un peu comme là, le jour il faisait gris et tout à coup la nuit ça se découvrait et où on a donc frôlé là encore les gelées. Et puis donc entre l'intervalle de la période de pluie que nous connaissons là et une période de pluie, la période de pluie précédente, il y a eu 2 jours de super beau temps avec un pic à +30, donc on est passé très brutalement de températures médiocres, on va dire, à des températures très élevées et donc ciel bleu, plus de pluie, et puis là c'est reparti. En gros, pour revenir aux pluies, donc l'épisode qui s'est terminé le 18 mars nous avait apporté 45 mm. Après le 28-29 avril, là, les 2 jours qui ont suivi, on a eu une vingtaine de millimètres. Et depuis donc début mai, ça doit être le 6 ou le 5, je ne sais plus, on a eu 70 mm d'eau. Et donc ces cuves ont débordé à un moment donné, bien que, et je vais y revenir, dans la serre, informé par la météo, parce que je crois aux prévisions météorologiques, beaucoup plus aux coconneries de la Lune, etc. J'avais toute la journée, pendant plusieurs jours, vidé davantage les cuves pour remplir le sol de ma serre, donc de le saturer en eau. Enfin, saturer n'est pas tout à fait le vrai terme, de l'apporter jusqu'à sa capacité de rétention maximale. Hein. Par le goutte à goutte, je n'inonde pas, hein. Je mouille la terre au maximum de ce qu'elle peut renfermer. Au niveau des stats technologiques, vous voyez que la forêt et les feuillus se sont couverts de feuilles, presque tous. Les noyers, les frênes traînent encore un peu. C'est la grande période des boutons d'or, hein, donc des renoncules chez moi. Les pissenlits sont déjà au stade de graines, donc eux, ils ont déjà fleuri. Et les fameux lilas, repèrent, selon beaucoup, pour savoir quand est-ce qu'il faut planter les pommes de terre, mais j'y viendrai dans le potager. J'en ai un qui est au stade bourgeon, j'en ai un là-bas qui a été pris par les gelées et qui ne fleurit pas cette année, et j'en ai un autre qui est en pleine floraison. Donc vous voyez quand même le lilas n'est pas d'accord avec lui-même. Donc déjà essayez de vous orienter avec des zèbres pareils. L'un qui n'a pas encore fleuri, l'autre il est déjà fini. Bon, au potager. Alors une rapide halte ici en haut au niveau des framboisiers. Qui s'était pris sur la première pousse
un petit coup de gel, donc on trouve encore par-ci, par-là des fois, là j'en trouve plus, elles ont dû tomber, de feuilles cramées entre guillemets, mais elles se sont bien repris, ils se sont bien repris depuis. Pour un agronome, couleur un peu palote, sans doute liée à l'apport évoqué dans une autre vidéo de matière plutôt pauvre, mais disponible gratos. Des feuilles mortes que mon voisin m'a béné ici. Là, ce sont les roseaux, hein, les phragmites de la station de phytoépuration. Et il y a aussi à certains endroits des granulés de bois qui ont servi de litière aux chats. Donc matériaux tous entre un peu pauvres, je ne connais pas les analyses de ces roseaux, mais compte tenu des tiges qu'ils ont, on est dans quelque chose, bien qu'il y ait des feuilles avec, qui ne doit pas être loin de la paille, hein, donc vers des C sur N de 80, feuilles mortes, tout à fait la même chose, et granulés de bois, évidemment, là on tombe à des 200, 300, et donc ces feuilles un peu jaunâtres sont les marques d'un manque d'azote. Alors j'aime bien un peu stresser les fruits rouges parce que ça les oblige à aller chercher un peu l'eau, à coopérer avec les mycorhizes. Je pense que ça renforce les goûts. Je n'essaye pas de pousser la production, d'autant plus que j'ai 3 rangées ici et 3 rangées en bas, donc à un moment donné, normalement ça va dépoter. Une autre raison est que ce sont des remontants, c'est-à-dire donc des framboisiers qui vont produire tout au long de l'année. Donc ça ne sert à rien de les bousculer à la sortie de l'hiver pour qu'ensuite ils soient un peu épuisés par un excès d'azote, mais les autres éléments dont ils ont aussi besoin ne suivent pas nécessairement. Alors correction en cours, hein, vous le voyez, je pense que c'est dans la caméra, sinon ici donc des tontes de gazon, donc c'est là que on met actuellement ici et en bas sur les pommes de terre, les tontes que l'on récupère, et puis c'est aussi un de mes endroits où mètre après mètre, quand me prend une soudaine envie de pisser, eh ben j'apporte un petit renforcement en azote naturel, bien que compte tenu des médicaments que je prends, le mot naturel est sans doute un tout petit peu abusif. Bon, comme sur les fraisiers, hein, des invasions de potentilles, mais avec beaucoup moins d'effet, parce que le framboisier est au-dessus, et donc que ce soit cette potentille, que ce soit ici du mouron ou d'autres, j'arrache un peu par réflexe et je paille avec. Bon, bah alors j'ai un peu suspendu le filmage, le voisin tondait, et puis vous l'avez entendu sur la séquence précédente, il y avait un petit bruit de fond gênant. Et du coup, je ne sais pas si je ne veux pas me faire attraper par la pluie. Ici, une petite bande de terre qui est restée nue avec des poireaux qui ont passé l'hiver, hein, donc des semis de l'été passé, avec des rejets tardifs, sans doute liés au fait que l'on coupe en laissant la tête en terre, et puis donc celui-là par exemple qui commence à former une inflorescence, hein, donc une fleur, un groupement de fleurs qui est en train de sortir, donc qui est fibreux, qui n'est plus comestible, mais il n'y a pas longtemps encore on en a mangé, qui était absolument délicieux. Et donc là, cette bande qui était restée nue, dans laquelle on a fait des semis de mémoire mi-mars à peu près, des petits pois nains ici, des petits pois à ramer que l'on rame avec cette espèce de
de grillage à poules agrafées sur des piquets et là des épinards. Et puis par ailleurs, comme il y a eu des manquants ici, on a quand même eu des attaques non négligeables de limaces, notamment du fait, je pense, de ces feuilles mortes et autres matières ligneuses fibreuses qui ont constitué à la fois un abri et de la nourriture, etc. Mais je pense qu'une limace, donc il faut un tout petit peu relativiser les discours un peu trop évangélistes de certains permaculteurs qui vous font croire que l'équilibre, etc. Moi, mes observations, alors j'ai relativement peu de problèmes de limaces, néanmoins, de temps en temps, et comme ça a été le cas ici, je vais vous filmer des salades totalement ratiboisées. Là, il manque 1 mètre de petits pois à rames qui ont été bouffés. Donc, croyez qui vous voudrez. Je pense que mon système, là, ici, on est dans la partie où j'ai commencé cette façon de jardiner il y a plus de 10 ans. Et donc, elle a eu le temps de s'équilibrer, j'ai du bazar partout, mais là, sortie d'hiver, les auxiliaires se font parfois déborder. Je n'ai pas encore vu d'orvée, je pense qu'ils sont encore figés. Je n'ai pas encore... j'ai vu, si, quand même 2-3 carabes, mais pour l'instant, dans le match des limaces contre les auxiliaires, c'est penalty pour les limaces. Elles shootent les premières et terminé, quoi. Alors, je gère un peu, et puis là, on arrive quand même au bout, ce qui fait d'ailleurs qu'un certain nombre d'épinards, tout petits ici, reprennent le dessus, hein, parce que les limaces ont cessé de les brouter. Donc, contrôle simple avec ce système de planches posé comme ça, et un petit checking ces 2-3 derniers jours depuis qu'il pleut, hein. Donc le problème c'est significativement aggravé depuis qu'il fait humide. Donc là il y a toute une série de salades, il ne reste plus rien du tout. Du coup les salades ont protégé les petits pois, tout n'est pas perdu. Mais enfin, quand on vous raconte que le système se met en équilibre et que... alors moi, franchement, les salades, je m'en fous, j'en ai des tonnes partout, notamment dans la serre. Mais quelqu'un qui n'aurait que cette rangée de salades et qui compterait là-dessus pour manger, il va sans doute pester 3 minutes contre les limaces et sortir le fusil. Ici, toute cette zone où est entreposée ces vitres que je n'ai pas encore rangées, c'est catastrophique ce que je fais là, hein. Ne faites pas ce que je fais. C'est des cadres en bois posés sur du foin, ça maintient l'humidité par en dessous et par conséquent, ce bois est en train de s'abîmer. C'était les vitres qui étaient sur le châssis dans lequel j'ai mes laitues, donc qui n'en ont plus besoin. Là, je veux que l'eau profite à mes laitues. Et puis donc tout un ensemble disparate de terrines ou de plaques de plants, des poireaux, des semis récents, de différents oignons que je repiquerai. J'essaye des laitues aussi, hein, donc, et puis déjà des scaroles. Hein, scaroles et frisées, c'est maintenant le moment. Et puis des choses qui restent, cette plaque de choux un peu pour lesquels j'avais pas de place, et donc je garde toujours des restes comme ça de plants. J'en fais trop parce que quand le semis réussit, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais vous faites une terrine, ça réussit, vous en avez 100. Vous en repiquez 50 dans des plaques et puis vous avez de la place pour 25. Donc je les garde parce qu'on verra dans un instant,
il y en a quand même quelques-unes qui se font niaquer par les limaces, parce qu'il n'y a pas que les limaces ici après mes laitues, il y en a aussi après mes choux à droite et à gauche. Et donc c'est très pratique d'avoir des suppléants, hein. C'est un peu comme aux élections, il y a l'élu et puis il y a le suppléant qui va prendre la suite s'il arrive malheur à notre élu. Voilà. Dans la serre, j'ai filmé tout à l'heure, donc je vais vous insérer cette séquence et puis on va aller un peu plus bas. Alors la serre tunnel, dont je rappelle donc qu'elle n'est pas chauffée, hein, sous aucune forme, mis à part le soleil bien sûr, l'énergie solaire, et dont cette année je suis assez ébloui par le résultat. Alors là, le sol est carrément détrempé, donc suite à ce que je viens de dire sur les cuves, pour faire du vide, pendant plusieurs jours, le goutte à goutte était, j'ai une minuterie, et je mettais 2 heures, je changeais les lignes, 2 heures, 2 heures, 2 heures, je recommençais, de façon à remplir le sol d'eau. Hein. Donc le sol est là, très très humide. On oublie beaucoup trop qu'un sol est un remarquable réservoir d'eau. Alors plus ou moins selon la texture qu'on a, comme on dit. Chez moi beaucoup, hein, puisque j'ai une réserve utile que j'estime à une centaine de millimètres. Bon, vous le savez, un de mes grands défauts, c'est l'impro. Hein. Toutes mes vidéos sont tournées en mode improvisation et ça me met parfois en difficulté, d'autant plus que de temps en temps, ma mémoire, comme je l'évoquais en tout début, me joue des tours. Et donc là, en l'occurrence, j'avais un chiffre en tête, mais je voudrais revenir sur cette question de réserve utile de mon sol, d'autant plus que dans mon livre, hein, j'ai développé cette question de l'arrosage, de l'eau dans le sol, de réserve utile, avec des données précises. Et c'est d'autant plus lamentable de faire des impros aussi approximatives. J'ai repris ça calmement. Le sol que j'ai, avec la texture que j'ai, donc je le répète, un sol argilo-limoneux, ce qui veut dire qu'il a une dominante de limon, mais que les argiles sont quand même assez présentes. J'ai un des sols qui, en France, a parmi les capacités de retenir l'eau, de réserve utile, les plus élevées qu'on peut situer aux environs de 1,3 mm d'eau par centimètre d'épaisseur de sol. Alors, vous imaginez donc que chaque centimètre, si je faisais un millefeuille de mon sol, est capable de retenir utilement, c'est-à-dire de l'eau qu'il peut ensuite mettre à disposition de mes plantes, l'équivalent de 1,3 mm d'eau. Si on part du principe que mon sol peut être exploré par les plantes avec leur mycorhize sur environ 1 mètre d'épaisseur, ce sont 130 mm d'eau, donc 13 cm d'eau utile à la disposition des plantes. Donc c'est de l'eau que le sol retient, qu'il ne laisse pas s'écouler et qu'il peut donner aux plantes. Si on rajoute le fait que ce 1,3 mm est une moyenne pour des sols agricoles et que mon sol est nettement plus riche en matière organique depuis le temps qu'il en accumule, donc ces matières organiques sont des éponges d'eau dans le sol, on peut estimer que se rajoutent environ 70-80 mm de rétention d'eau en plus.
Et donc, si on additionne tout ça, on peut imaginer que ce sol est capable de stocker jusqu'à 200-210 mm d'eau sur une épaisseur de 1 mètre. Ça, d'ailleurs, ces notions sont page 311 de mon livre. Hein. Ces données qui permettent de faire cette approximation. Et à la page 313, je donne une formule peu connue, mais très utile si on a la granulométrie de son sol, c'est-à-dire si on a fait analyser son sol pour savoir combien il y a d'argile, de limon, de sable en pourcentage, de matière organique aussi. C'est la formule de Rawls, R-A-W-L-S. Et si j'applique cette formule de Rawls à mon sol, je tombe sur une réserve utile de 205 mm. Donc c'est à peu près le double de ce que je viens d'indiquer un peu à la légère. Et donc par conséquent, le sol qui se trouve sous ma serre tunnel a utilement stocké environ 6 à 7 mètres cubes d'eau. Donc j'ai 12 citernes, il y a la moitié de la capacité de ces citernes d'eau efficacement retenue dans mon sol à la disposition du plante. Et il est donc il est extrêmement important de valoriser le tampon hydrique, hein, c'est-à-dire le réservoir hydrique que sont nos sols. Alors, plus ou moins, dans un sol sableux, dans un sol caillouteux, ces chiffres-là peuvent facilement être divisés par 4 ou par 5 des fois. Hein. Mais même dans ces cas-là, il y a une réserve d'eau dans le sol qu'on peut exploiter, comme je viens de le faire là, c'est-à-dire au lieu de laisser mes cuves se déborder et mon sol, il n'était pas sec puisque mes légumes poussaient, mais il n'était pas au top de sa capacité. Et donc de la bonne agronomie, c'est de dire je transfère une partie de l'eau qui est dans mes cuves dans mon sol, de façon à ce que dans mes cuves, les prochaines pluies qui vont tomber sur mon toit vont pouvoir être stockées. C'est de la gestion. Hein. C'est tout simplement, dans une entreprise, on appellerait ça gérer sa trésorerie. Je place à un moment donné, de l'argent va tomber parce que des clients vont me payer une facture, mais ensuite, je sais que des clients ne paieront pas, mais que moi, je serai obligé d'acheter des matériaux, donc je vais décapitaliser. Donc, c'est ces flux-là qu'on peut gérer si on prend conscience du fait qu'un sol est un réservoir naturel d'eau qu'on a dès lors qu'on travaille en sol couvert, c'est-à-dire qu'on met un couvercle qui protège et qui limite l'évaporation. Si on met ce couvercle, on a tout intérêt à optimiser le stockage d'eau dans son sol et notamment dans cette période où on sait qu'on va vers l'été et donc vers un besoin d'eau. Voilà un petit ajout pour être à la fois précis et pour que vous compreniez cette tactique de, je trouve personnellement, je vais me lancer des fleurs, de bons gestionnaires de l'eau et des prévisions météo qui permettent de savoir que tout à coup il va se mettre à flotter avec une certitude, une probabilité très élevée qui devient une quasi-certitude. Allez, on revient à la visite. Ce qui est beaucoup, hein. Moi je peux stocker beaucoup d'eau dans mon sol et donc ça aurait été une erreur que de ne pas profiter de ce réservoir qu'est l'eau. Les gens, quand ils pensent réservoir, ils pensent truc artificiel. C'est l'homme dans toute sa splendeur. Maths, technique, mais rien dans le cerveau. Et alors j'ai la technique, ces cuves, mais je jongle aussi avec le réservoir naturel qu'est ce sol. Et donc dans ces 32 mètres carrés qu'a cette serre, je peux estimer que j'ai actuellement en stock sous terre le contenu
j'ai dit 100 millimètres d'eau par mètre carré, cela fait donc 0,1 mètre cube. Donc j'ai 3 mètres cubes d'eau stockée dans cette serre, en plus de mes 12 mètres cubes là-bas. Et le sol retient cette eau. Et l'eau va remonter par capillarité, les plantes vont aller le chercher. Et donc, il faut, quand on peut, utiliser cette capacité à fond. Alors, je disais remarquable, cette année, j'ai presque honte de vous montrer cette ligne de salade. Ici, de la Goutte d'Or, donc une laitue. Ici, une Batavia de printemps. Là-bas, de la Saint-Antoine. Derrière, encore de la Goutte d'Or, de la Verpia. Des feuilles de chêne qui, elles, commencent à monter en graines. Et des semis naturels qui sont là en attente que je démarie. Alors, comment est-ce que cela a été obtenu? Cela a été obtenu ici, à ma gauche, à votre droite, par en partie des levées spontanées. L'essentiel de ces lignes, c'est des levées spontanées avec quand même quelques semis de, tenez-vous bien, novembre. Les Verpia que je vais vous montrer en gros plan là, qui sont en train de faire des belles têtes paumées, ont été semés en novembre et ont passé l'hiver dehors, ici dans cette serre, simplement sous un voile de P17. Donc toute cette partie-là était recouverte d'un voile de P17 pendant toute la période hivernale. Et donc, il y a eu là-dedans moins 6,5. Donc ces légumes que vous voyez là ont, pour la majorité d'entre eux, quasi, sauf ceux qui ont levé depuis, résisté à moins 6,5. Donc ça, c'est maintenant ma nouvelle façon d'aborder les choses. Ça pousse lentement, en hiver bien sûr, à certains moments ça ne pousse plus du tout, mais au printemps, tout à coup, quand les températures deviennent plus favorables, ces plantes installées, à condition de ne pas avoir pourri, un des grands problèmes c'est l'humidité, et c'est pour ça qu'un tunnel est extrêmement intéressant, on produit, et donc j'ai fait une vidéo. J'ai réussi la soudure pour expliquer que cette année, je suis passé de la mâche à ces premières laitues. Premières laitues dont certaines maintenant ont des étiquettes en tant que porte-graines, donc que je vais laisser monter en graines. Donc j'ai choisi celles qui me plaisent le mieux et qui ne montent pas les premières. Ne faites pas cette erreur hein, que de prendre le premier qui monte, parce que vous allez indirectement sélectionner votre souche avec des laitues qui montent plus vite si vous prenez toujours la première. Il vaut mieux prendre une des dernières. Alors il n'y a pas de lien mécanique, hein. Il peut y avoir 36 choses qui font que ça monte. Mais il peut aussi y avoir une sélection génétique qui fait que l'une monte très vite, l'autre monte très lentement. Parmi les 36 facteurs, il se peut que la génétique de l'une soit plus adaptée que l'autre. Ne jamais se précipiter sur les premières, sauf quand on sélectionne des variétés, par exemple des tomates, dont on veut une mise à fruit précoce. Hein, donc on veut avoir une variété précoce. Là, on va se précipiter sur les premières. Voilà. Deuxième partie, donc, tout ce que vous voyez plutôt ici sur ma droite et sur votre gauche, ce sont des plants que vous avez pu voir dans des vidéos précédentes, préparés, donc semés, je dirais vers février, dans la maison, sortis ici dans le tunnel, où certains de ces plants, quand ils étaient tout petits, se sont pris des -3, des -3,5 sans aucun problème, repiqués ici, où maintenant ils sont en train de se développer, je dirais, majestueusement. Et puis donc dans cette serre, alors au fond, des radis qui sont montés en graines, que je laisse en porte-graines. Les derniers, on les a mangés hier. Il en reste par-ci, par-là. Les petits pois que vous voyez, c'est un ratage. La ligne devrait être complète, a été victime des limaces
Et donc j'ai vraiment 2-3 bouquets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et donc sont déjà replantés ici une partie des tomates, alors en partie de ma production et en partie celui-là en tout cas, oui c'est le seul ici, qui a été acheté. C'est mon épouse qui n'a pas résisté d'avoir un plus grand pied de tomates que moi. Donc là, alternance de tomates greffées et des témoins non greffés. C'était la première vague de greffage. Et donc là, j'ai deux pieds de précoces qui sont déjà en train de fleurir, des non greffés, hein, puisque le greffage automatiquement va apporter un retard d'une quinzaine de jours. Donc les greffés commencent tout juste à former leur bouquet floral. Voilà, et puis donc maintenant que les gelées sont écartées, se trouve ici un peu en stand-by, en attendant de se développer et d'atteindre une taille suffisante pour ne plus être des victimes trop faciles des limaces à l'extérieur. Un certain nombre de plants, il y a là des cucurbitacées, il y a là encore des tomates, des haricots, une plaque de haricots verts, des artichauts, des aubergines très en retard parce qu'un premier semis a complètement foiré, il n'y en a aucun qui est sorti. Et ben, dans ces cas-là, c'est toujours la même chose, on attend, on se dit ça va venir, on attend 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, on se dit finalement, cela ne viendra plus, et du coup, on a pris 3 semaines de retard. Si vous comparez les aubergines aux poivrons et aux piments, c'est catastrophique. Là-bas, quelque chose de très intéressant, des concombres qui se sont pris une gelée à -2,5. Et ils avaient juste sorti les feuilles cotylédonaires qui ont blanchi, et à l'exception d'un concombre sur 6, les 5 autres se sont retapés. Hein. Donc vous voyez que les plants sont souvent beaucoup plus résistants qu'on ne le pense. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des betteraves rouges que je vais bientôt repiquer, du basilic. Donc voilà, et puis le gingembre sur lequel je ferai une vidéo qui lui aussi a été oublié une nuit où il a gelé, et alors il n'a pas aimé du tout, mais alors pas du tout, mais je comprends, hein, quand on vient des Philippines ou je sais pas où, des parties tropicales du Pérou, je comprends qu'on n'aime pas un petit coup de froid. Donc je ne sais pas du tout si ces plants-là vont récupérer, mais j'en ai d'autres. J'ai de la réserve, gingembre et curcuma. Alors à propos de production de ses propres graines, vous avez ici quelque chose de très très intéressant. C'est Paris Island, donc ces romaines que vous voyez ici sont issues de levée spontanée. Hein. Donc l'an dernier, j'en avais ici qui étaient montées en graines, dont les graines sont tombées au sol et qui ont poussé parmi les premières ce printemps. C'est une variété précoce que je vous recommande vivement. Et alors on peut observer là quelque chose de tout à fait intéressant d'un point de vue agronomique. Elles ont poussé à côté, notamment de feuilles de chêne, parce que ces feuilles de chêne aussi, pour la majorité d'entre elles, sont des levées spontanées issues de pieds et de graines qui sont tombés au sol l'an dernier. Et tout me fait penser qu'il y a eu un certain nombre de fécondations croisées. Si la plupart de ces Paris Island sont tout à fait conformes au type original, leur forme, leur couleur verte,
vous en avez, alors je ne sais pas si c'est une mauvaise herbe ou si c'est une de ces Paris Island qui a dégénéré en sauvage. Je fais quand même l'hypothèse que c'est plutôt une graine de mauvaise herbe qui est venue ici. Donc mettons ça de côté. Mais vous avez là-bas et ici, sans aucune discussion possible, des croisés. Ce sont des Paris Island dont les feuilles sont légèrement rougeâtres et je ne peux m'expliquer cela que d'une seule façon, c'est qu'il y a eu des croisements avec des feuilles de chêne. Le caractère feuille de chêne est perdu, mais la coloration rouge de ces feuilles de chêne, donc les gènes correspondants, se sont croisés, hybridés avec la Paris Island d'origine. Alors ça montre une chose très très importante, que la production de ces graines doit absolument, sous peine d'avoir une dérive qui conduit à quelque chose qui est un joyeux mélange, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais on peut penser qu'on peut perdre une des caractéristiques intéressantes de la Paris Island, qui est sa rusticité et sa précocité, si elle se croise avec des laitues plus chauchottes. Là, la couleur, ça se voit. Alors c'est très facile de ne pas prendre cela comme porte-graine, ou au contraire, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma propre race de Paris Island à feuilles rouges. Je vais quand même goûter d'abord pour être certain que cela ne dénature pas le goût, parce que si le goût est dégueulasse et la plante est jolie, je ne vois pas l'intérêt. Mais donc, cette cette dérive d'une espèce qui est dite autogame doit conduire toujours à sélectionner ces porte-graines et à les prendre le plus conforme possible au type qu'on a trouvé intéressant, qui a fait que j'ai acheté cette variété-là. Donc voilà pour cet aspect-là, en sachant donc qu'une plante dite autogame ne l'est jamais à 100%. La laitue doit l'être relativement peu, hein. Je pense qu'elle s'hybride très très facilement. Alors j'ai rapproché la caméra pour vous montrer une autre chose très intéressante. Ces salades que vous voyez ici sont en fait les repousses de salades que j'ai récoltées avant. Si vous regardez ici au fond, vous voyez que j'ai sectionné et que c'est en train de repousser. Donc là, je peux soit récolter maintenant, mais j'ai des belles têtes ailleurs, soit laisser monter en graines. Celle-là commence déjà à monter, donc je vais laisser cela pour produire mes graines de, là c'est de la salade d'hiver. Donc la difficulté, c'est de se souvenir ou de reconnaître les variétés. Petit à petit, on arrive à une sorte de mélange. Ici, même chose pour cette mâche, hein, non récoltée, et qui maintenant est ici pour produire ces graines. Alors je sais que c'est de la mâche à grosses feuilles, même si ce n'est pas étiqueté, que j'avais cultivé ici. Bon, dimanche après-midi, 16 mai, donc ça fait 4 jours que j'ai commencé cette vidéo et je n'en suis qu'au tiers, hein. Là, pour ceux qui connaissent mon potager, je descends à gauche, je suis à mi-parcours au niveau du tunnel. Et donc, par rapport à tous ceux qui sont inquiets, j'ai décidé que j'allais couper là, changer le titre, ça va s'appeler partie 1, et je vais essayer de laisser mouliner ça
toute la soirée pour mettre en ligne prochainement. Et puis la suite, je continuerai dans les jours qui viennent d'avancer dans le montage et même de rattraper ce qui a précédé, ce qui est au frigo, comme je disais. Vous l'avez vu, j'ai changé de matériel pour filmer. Cette vidéo, et y compris la partie intérieure, sauf celle-là, je suis revenu à mon ancien appareil photo, ont été filmés avec ce caméscope. Et vous avez vu que bien qu'il est en principe autofocus, c'est-à-dire qu'il se met au point lui-même, il est même, d'après la notice, doué d'une sorte d'intelligence artificielle pour repérer le sujet et se focaliser dessus, ben vous avez vu que tout ça, c'est des belles paroles et qu'il y a un moment donné où il reste obstinément flou. Donc, me voilà bien, j'ai un caméscope qui, lui, n'a pas de problème d'interférence de son. Hein. Donc ça, ce sont mes deux boîtiers, le récepteur, l'émetteur que, en général, j'ai sur moi quand vous me voyez dans le potager. Hein. Donc, c'est ce micro-là. Là, j'en utilise un avec fil, mais sinon, c'est celui-là. Le boîtier émet dans ce récepteur et ce récepteur a ici, donc, son petit lien avec le caméscope. C'est un des rares caméscopes bas de gamme. Je ne fais pas de pub, il n'existe plus. Hein. C'est un modèle largement périmé. Mais c'est donc un des rares caméscopes bas de gamme à avoir une prise externe pour un microphone. Ce qui me permet donc d'utiliser ce système-là. Donc j'ai ce système pour lequel le son est correct. Là, si vous avez un bourdonnement, je rappelle que on capte, j'ai malheureusement légèrement capté la tondeuse du voisin. Et j'ai donc un appareil photo numérique, un Nikon, qui, lui, me fait des images en général nettes, mais pour lesquelles, un certain nombre de fois, avec ce système-là, on a observé des sifflements que je n'ai pas réussi à neutraliser au montage. Donc voilà, hein, donc il faut faire avec ces contrariétés, je fais avec. Alors ce montage est très très long parce qu'en fait il y a tout un ensemble de gros plans qui sont calés alors au millimètre. Hein, donc j'ai ici sur mon écran de droite les deux timelines, comme ça se dit, et je cale tout ce que j'incruste, les textes, les vidéos, les images fixes, etc. Et donc chacune de ces séquences est calée, coupée, coupée devant, coupée derrière, la partie intéressante. Et si vous rebobinez le film, vous verrez qu'il y en a peut-être une cinquantaine. Donc ça fait une cinquantaine de manœuvres. C'est extrêmement fastidieux, mais c'est le choix que j'ai fait. Hein. Donc j'ai fait plusieurs choix dans ma façon de filmer. La première, c'est des plans séquences longs. La deuxième, micro externe, de façon à avoir en général, sauf incident technique, un son audible. J'ai fait le choix d'être en général dans l'image, mais pas en gros plan, hein. Même si ça peut arriver, mais en général, donc c'est une animation autour de quelque chose que je montre ou que je fais. Et j'ai fait le choix donc d'incruster ces gros plans qui vous permettent de voir ce dont je parle, en général encore, sauf ratage, hein, flou, etc. De voir avec précision ce dont je parle. Alors c'est tout ça ensemble et qui fait que c'est un boulot assez important. Je réfléchis quand même à savoir si je ne vais pas passer sur quelque chose de beaucoup plus simple, comme le font la plupart
des youtubeurs une séquence, leur tronche en grand, les trucs qui s'agitent vaguement, et allez, c'est emballé en 10 minutes d'un trait, et c'est en ligne. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus efficace, quoi. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais rattraper la suite dans les jours qui viennent, si tout va bien. Sur ce qu'il y a là, donc revenons un tout petit peu à la technique. Alors c'est parfois long aussi parce que là vous m'avez vu improviser sur l'autogamie, allogamie, en l'occurrence le taux d'autogamie des laitues. Alors il m'arrive très très souvent comme ça sur le vif d'avoir l'idée, mais il me manque ma mémoire n'est plus assez bonne, ou c'est même des chiffres que je n'ai jamais connus, je manque de détails et de précision, et je déteste ça. Je déteste ça, ce qui fait que entre le moment où je filme et où je balance un mot du style que les laitues sont assez peu autogames, à peine je suis remonté ici, je cherche, et évidemment, donc je perds du temps. Je finis par trouver un document extrêmement intéressant, la sélection conservatrice des variétés potagères sur les fermes. Il s'agit des fermes qui produisent des semences paysannes. Et un document de, je sais pas, d'une petite dizaine de pages, il y en a 8, bien renseigné et bien précis. Et là-dedans, il y a quelque part la remarque que j'ai faite sur les laitues. Je vais essayer de la retrouver sur la laitue, qui est donc déclarée autogame. On note un taux d'allogamie de 4 à 6%. Avec la remarque que certaines variétés semblent un peu moins stables que d'autres. Ce qui veut dire donc que quand vous avez deux variétés de laitue qui poussent l'une à côté de l'autre, ce qui était le cas dans ma serre, il y a 4 à 6% de graines qui sont le résultat des croisements de ces variétés. Ça correspond à peu près à ce qu'on a ici. Alors ceci pour insister sur les risques de dérive ou de mélange, ce qui va faire en fait une espèce de laitue moyenne quand on produit ses propres semences sans faire de sélection conservatrice, c'est-à-dire sans éliminer tout ce qui dérive, ou sans prendre les mesures qui s'imposent pour garder la stricte autogamie, donc la stricte consanguinité, soit l'ensachage des fleurs, soit des distances minimales. Alors ce document précise que pour les laitues, en général, 5 à 10 mètres entre deux variétés suffisent. Voilà, dans le cas contraire, il faut savoir qu'on dérive irrémédiablement vers la moyenne de toutes les variétés du secteur, c'est-à-dire on a quelque chose qui n'est plus défini. Ça restera une laitue, on reste toujours au sein de l'espèce, mais ce sera la laitue, un peu comme si vous avez des tas, vous allez chez, alors je ne vais pas citer de marque, vous allez dans un magasin de bricolage, et vous avez des différents pots de peinture, du rose un peu comme ça, du rose un peu plus comme ça, du rouge, du jaune, du vert, tac. Chacune est très chouette et vous choisissez celle qui vous convient. Et puis vous avez des gens qui mélangent tous les pots. Et vous avez une espèce de gris. Alors l'un veut du rose, il a du gris. L'autre veut du jaune, il a du gris. Donc des années et des années de multiplication sans précaution, sans sélection conservatrice, c'est aller vers le pot de peinture gris. Alors à moins d'être un fan du gris, et il y aura quelques nuances de gris, donc pour faire une allusion à une œuvre littéraire célèbre, à moins de ça,
voilà, mais fini les roses, fini le jaune, fini le bleu, fini tout ça. Et donc j'ai quelques réticences, même si, comme vous l'avez vu là, je pratique la réutilisation de mes propres graines par le chemin le plus simple, c'est-à-dire en laissant monter quelques laitues, en les laissant grainer, et les graines sont sur place, etc. Mais de temps en temps aussi, je rachète un sachet d'une sorte qui me paraît intéressante. Cette année, j'ai dû acheter 4 ou 5 variétés différentes que j'essaye, censées les unes être très très résistantes au froid, parce que ça c'est un de mes thèmes de recherche, essayer de cultiver de la verdure en hiver sous mon climat, et donc j'ai besoin des champions, hein, on va dire le rouge vif. Il me faut le rouge carmin vif, pétant, le seul qui va germer, résister, s'enquiller, -6, -10, et continuer sa croissance sous la neige, etc. Et il existe des variétés mises au point patiemment qui répondent à ces critères. Et d'un autre côté, je cherche aussi les laitues, différentes sortes de laitues résistantes à la sécheresse et aux hautes températures l'été, c'est-à-dire qui ne montent pas trop vite. Et ça, c'est encore une fois des variétés très particulières. Là, c'est plus le rouge, c'est le vert pétant, et le mélange des deux me donne une laitue moyenne dont je ne sais pas quoi faire, qui va pousser dans les conditions idéales, mais ni là, ni là. Voilà. Et il faut savoir que dans un potager naturel, c'est dans mon livre, hein, beaucoup de gens l'ignorent, dans un potager naturel où il y a beaucoup plus de butineurs, eh ben, le risque de croisement est plus important, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si on produit des semences, je dis n'importe quoi, du melon, 10 hectares de melon, la même variété, il y a peu de chances qu'une abeille qui butine un melon ici, et puis qui va là, et qui va là, et qui va là, et qui retourne à la ruche, et bien dans tout ça, elle féconde forcément la même variété avec elle-même. Donc, dans un potager naturel où on a beaucoup de variétés et où on a beaucoup de butineurs, le risque de transport de pollen de la variété A sur la variété B est plus important. Donc on a plus de dérives quand on jardine d'une façon, on va dire, respectueuse de la biodiversité. Voilà, alors je vais m'arrêter là avec les choses sérieuses, mais je vais tout de suite inclure un post-scriptum, un petit retour sur la vidéo, sur la vernalisation. Alors je ne crois pas qu'il soit dans l'image, mais derrière moi le citronnier que j'avais filmé lors de la vidéo qui concernait la vernalisation, et je vais aller chercher un fraisier et on va se recaler sur ces plantes pour un petit retour sur ce sujet. À tout de suite. Alors, retour sur la vernalisation. Vous voyez que mon sac est toujours prêt. Je suis en train de fixer de nouveau des dates pour des conférences. Donc, si la santé tient, vous aurez la chance, enfin ceux que ça intéresse, hein, auront la chance de me voir dans un certain nombre de coins de France, dans le Lyonnais, dans les Alpes, en direction de la Bretagne, etc. Donc voilà, c'est avec plaisir que je reprendrai ces conférences. Hop, je vais dégager, accrocher le micro. Voilà. Alors, le citronnier, vous l'aviez en gros plan en fleurs de cette vidéo sur la vernalisation, dont je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu que c'est l'action d'une certaine période de froid sur des végétaux qui va déclencher la floraison et à partir de là, la possibilité de fructification.
de fécondation et donc de portée de fruits. Et donc, je suis ravi de vous présenter tous ces petits citrons sur ce citronnier qui avait été vernalisé donc au froid dans mon garage qui n'est pas chauffé et qui est dans le sous-sol pendant tout l'hiver, avant d'être mis dehors à peu près au moment où j'avais tourné cette vidéo. Donc dès qu'il est sorti, beau temps, déclenchement de la floraison, débutineur, fécondation et donc l'espoir d'avoir quelques citrons verts. A contrario, vous avez ici dans un pot un fraisier qui est dans un pot avec un tensiomètre. Donc je reviendrai sur la tensiométrie et comment apprécier la quantité d'eau que peut retenir un sol. Donc j'ai fait tout un ensemble d'essais et de mesures cet hiver avec ce fraisier qui était dans notre salle de bain, qui est toujours dans notre salle de bain. Aucune vernalisation, aucune action du froid, puisque donc, vous vous en doutez, je suis un grand frileux, et donc notre salle de bain est chauffée, et du coup, pas l'ombre d'une trace d'une fleur sur ce fraisier. Absence d'action du froid, absence de vernalisation, absence de fleurs, et donc pas de fruits. Voilà ce petit rappel, ce petit clin d'œil à une vidéo antérieure, notamment donc sur ce citronnier. Et avec ça, on va boucler. Je vous envoie dans l'état dans lequel est cette vidéo, avec l'espoir de trouver le temps dans ces prochains jours pour avancer sur d'autres bouts restés au frigo. Allez, ciao! Non, post-scriptum du post-scriptum. Pour ceux qui seraient frustrés parce que cette vidéo n'est pas assez longue, je rappelle que j'ai mis dans le descriptif, tout au début de la vidéo, le petit texte qu'on met en dessous, le lien vers ma conférence devant une salle vide au forum du livre de Saint-Louis, ainsi que la captation de l'atelier fait dans le jardin pédagogique de la Maison de la Nature de Hirtsfelden dans le Haut-Rhin. Donc l'une 1h30, l'autre 3 heures. Si avec ça vous êtes encore en manque, je pense qu'il va falloir consulter. Allez, ciao!